Laisse-moi te poser une question que personne autour de toi n'osera probablement jamais te poser franchement. Si tu additionnes tout ce que tu as gagné depuis que tu travailles, chaque salaire, chaque prime, chaque rentrée d'argent, combien est-ce que ça représente au total? 50 millions? 100 millions? Peut-être plus? Et maintenant, dis-moi honnêtement, où est cet argent aujourd'hui? Prends un moment. Vraiment. Parce que si la réponse est inconfortable, si quelque chose dans ta poitrine vient de se contracter légèrement, alors cette vidéo n'est pas une vidéo de plus que tu vas regarder et oublier. C'est peut-être la conversation la plus importante que tu auras avec toi-même cette année. On va parler d'argent, mais pas de la façon dont tout le monde en parle. On ne va pas te dire de dépenser moins ou de mettre de côté 10% de ton salaire. Ces conseils, tu les connais déjà. Et manifestement, ils ne suffisent pas, parce que le problème n'est pas là. Le problème est beaucoup plus profond, beaucoup plus silencieux et beaucoup plus personnel que tu ne le penses. Il y a une croyance qui circule partout, dans les familles, dans les conversations entre amis, dans les esprits fatigués de fin de mois. Cette croyance, elle ressemble à ça. Si je gagnais plus, tout irait mieux. Tu l'as peut-être pensé toi-même. Ce mois où le loyer a serré. Cette semaine où tu as regardé ton compte avec une grimace. Cette conversation intérieure qui dit « Le problème, c'est que je ne gagne pas assez. » Et voilà la vérité brutale que je vais te dire dès maintenant, pour qu'on ne perde pas de temps. Ce n'est pas ton salaire. Ce n'est pas le montant qui rentre. C'est ce qui se passe dans ta tête, dans tes habitudes, dans tes croyances profondes autour de l'argent. C'est un système invisible que tu portes depuis des années, peut-être depuis l'enfance, et qui sabote chaque euro que tu touches avant même que tu aies eu le temps de le voir. Des études économiques sérieuses ont documenté ce phénomène de manière fascinante. Des personnes qui gagnent 3, 4, 5 fois le salaire moyen se retrouvent endettées. Des gagnants de loterie, des gens qui ont reçu des millions du jour au lendemain, se retrouvent plus pauvres 7 ans plus tard qu'avant leur gain. Ce n'est pas de la malchance, c'est de la mécanique. C'est un système interne qui ramène toujours la personne à son niveau de confort financier, quel que soit le montant entré. Les économistes comportementaux appellent ça le 7 points financier. C'est ton niveau de richesse normale, celui que ton cerveau a enregistré comme sécurisant, comme familier. Tout ce qui dépasse ce niveau, ton cerveau va, inconsciemment, trouver un moyen de le dépenser, le perdre, le donner ou l'ignorer. Tout ce qui descend en dessous va créer une pression pour remonter. Autrement dit, tu n'es pas victime de tes circonstances. Tu es, à bien des égards, l'architecte de ta propre stagnation financière. Et la première chose à faire, c'est d'accepter cette réalité sans te flageller, mais avec une lucidité totale. Alors laisse-moi te peindre un tableau, pas pour te juger, pour que tu te reconnaisses. Tu te lèves le matin, tu vas travailler, tu rentres, tu regardes quelque chose pour décompresser. Tu dors. Le mois passe. Le salaire arrive. Il y a les charges fixes, le loyer ou le crédit, les courses, la facture de téléphone, peut-être une sortie ou deux. Et à la fin du mois, il reste quelque chose, ou rien, ou presque rien. Et tu te dis que le mois prochain, tu feras mieux. Mais le mois prochain ressemble étrangement au mois précédent. Et l'année suivante ressemble à l'année d'avant. Ce n'est pas de la paresse. Ce n'est pas un manque de volonté. C'est un pilote automatique. Et tant que tu n'auras pas compris comment ce pilote automatique fonctionne et d'où il vient, tu pourras doubler ton salaire demain matin et te retrouver dans exactement la même position 2 ans plus tard. Voici ce que personne ne te dit sur l'argent. L'argent est émotionnel avant d'être rationnel. Les décisions financières que tu prends ne viennent pas de ton cortex préfrontal, cette partie logique et calculatrice de ton cerveau. Elles viennent de ton système limbique, le siège des émotions, des peurs, des désirs, des souvenirs. Tu dépenses parce que tu es stressé. Tu achètes parce que tu veux te récompenser. Tu évites de regarder ton compte parce que ça t'angoisse. Tu ne mets rien de côté parce qu'une part de toi croit, profondément,
que ça ne vaut pas la peine d'essayer. Ces comportements ne sont pas des défauts de caractère. Ce sont des réponses émotionnelles codées très tôt dans ta vie. Parle-moi un instant de ce que tu as entendu sur l'argent quand tu étais enfant. L'argent ne pousse pas dans les arbres. On n'est pas riche, nous. Les gens riches sont des voleurs. Il ne faut pas parler d'argent. C'est mal élevé. De toute façon, on n'est pas fait pour ça. Ces phrases, dites parfois avec amour, parfois avec amertume, parfois juste comme ça en passant, elles se sont gravées. Elles sont devenues des lois internes. Des vérités que ton cerveau a enregistrées comme fiables parce qu'elles venaient des personnes en qui tu avais le plus confiance au monde. Et aujourd'hui, tu penses que tu choisis librement comment gérer ton argent. Mais en réalité, une grande partie de tes comportements financiers est la reproduction fidèle de ce que tu as observé, entendu et absorbé pendant tes 20 premières années d'existence. C'est ce qu'on appelle le script financier familial. Et il est dévastateur, non pas parce qu'il est mauvais en soi, mais parce qu'il est invisible. Tu ne le vois pas. Il agit dans l'ombre. Comme un logiciel installé sur ton disque dur que tu n'as jamais consciemment téléchargé, mais qui tourne en fond et consomme toutes tes ressources. Pense à quelqu'un dans ta famille qui avait une relation difficile avec l'argent. Un parent qui stressait à la fin du mois. Un oncle qui gagnait bien mais dépensait tout. Une mère qui économisait sur tout mais ne s'accordait jamais rien. Une grand-mère qui cachait de l'argent sous le matelas par peur des banques. Est-ce que tu vois, dans ta propre façon de gérer l'argent, des échos de ces comportements? Pas forcément une copie exacte. Parfois même le contraire, une révolte contre ce modèle qui crée ses propres problèmes. Mais il y a presque toujours une connexion. Maintenant, allons plus loin, parce que le passé n'est qu'une partie du problème. Il y a quelque chose qui se passe aujourd'hui, dans ton quotidien, qui t'empêche d'avancer financièrement. Et c'est quelque chose que tu fais probablement tous les jours sans le nommer pour ce qu'il est vraiment. C'est la consommation émotionnelle. Tu as eu une journée difficile au travail. Ton chef t'a mis la pression. Tu es rentré épuisé. Et là, sans vraiment réfléchir, tu as ouvert une application. Tu as scrollé. Tu as vu quelque chose qui t'a attiré l'œil. Un vêtement, un gadget, un abonnement, une commande en ligne. Et tu as acheté. Pas parce que tu en avais besoin. Pas parce que tu avais planifié cet achat. Mais parce que dans ce moment-là, l'acte d'acheter t'a donné quelque chose. Un bref sentiment de contrôle. Un micro-shot de dopamine. Une illusion de récompense après une journée de contrainte. Et ce comportement, répété semaine après semaine, mois après mois, représente une fuite financière silencieuse et constante que aucune augmentation de salaire ne peut combler. Parce que plus tu gagnes, plus le niveau de consommation monte proportionnellement. C'est ce qu'on appelle l'inflation de style de vie. Quand tu gagnais moins, tu vivais avec moins. Aujourd'hui, tu gagnes plus et tu dépenses plus. Le delta, lui, reste le même. Parfois, il se réduit même parce que les nouvelles habitudes coûtent plus cher que les anciennes. Le problème n'est donc pas le salaire. Le problème, c'est que tes dépenses s'adaptent automatiquement à tes revenus, comme un gaz qui occupe tout le volume du récipient dans lequel on le place. Arrêtons-nous ici un instant, parce que je veux que tu comprennes quelque chose d'important avant qu'on continue. Tout ce que je te décris n'est pas une condamnation. Ce n'est pas une liste de tes défauts. C'est une carte, et une carte, ça sert à quoi? À naviguer, à trouver des chemins que tu ne aurais pas vus sans elle. Le fait que tu regardes cette vidéo, le fait que tu sois encore là à ce stade, dit quelque chose sur toi. Ça dit que tu n'es pas résigné, que tu cherches, que tu veux comprendre. Et comprendre, c'est la première transformation, parce qu'on ne peut pas changer ce qu'on ne voit pas. Il y a un autre mécanisme dont je veux te parler. Un mécanisme qui est peut-être le plus insidieux de tous, parce qu'il est habillé en vertu. C'est la culture du « je mérite ». Tu travailles dur, tu te sacrifies, tu gères des responsabilités, des pressions, des contraintes.
Et quelque part dans ta tête, il y a une voix qui dit, après tout ce que je fais, j'ai bien le droit de me faire plaisir. Et cette voix a raison, dans un sens. Tu mérites de vivre bien. Tu mérites des moments de joie et de confort. Là n'est pas la question. La question, c'est, est-ce que le plaisir immédiat que tu t'accordes aujourd'hui est en train de voler la liberté que tu pourrais avoir demain? Parce qu'il y a deux versions de toi. Il y a le toi d'aujourd'hui, qui est fatigué, qui a envie de se faire plaisir maintenant. Et il y a le toi de dans 10 ans, qui vivra les conséquences des décisions que tu prends aujourd'hui. La plupart des gens vivent entièrement pour le toi d'aujourd'hui. Ils sacrifient systématiquement le toi de demain pour satisfaire le toi du moment présent. Et le résultat, c'est qu'à chaque demain qui arrive, ils se retrouvent dans la même position, voire une position plus précaire que la veille. Les personnes qui construisent une vraie liberté financière ont appris à faire quelque chose de contre-intuitif, de presque douloureux au début. Elles traitent leur futur moi avec autant de respect et d'égard que leur présent moi. Elles ne se demandent pas seulement est-ce que j'en ai envie maintenant, elles se demandent aussi est-ce que le moi de dans 5 ans sera content de cette décision. C'est un changement de perspective qui semble simple sur le papier, mais dans la pratique, c'est une révolution. Maintenant, je veux aborder quelque chose qu'on évite souvent dans ces conversations. Quelque chose qu'on préfère ne pas regarder en face parce que ça touche à l'identité. C'est la question de ce que l'argent représente pour toi, inconsciemment. Pour certaines personnes, l'argent représente la sécurité. Alors elles thésaurisent, elles paralysent, elles n'investissent jamais parce qu'elles ont trop peur de perdre ce qu'elles ont. Pour d'autres, l'argent représente le pouvoir ou la validation sociale. Alors elles dépensent pour être vues, pour paraître, pour impressionner. La belle voiture, les vêtements de marque, les sorties coûteuses, non pas parce qu'elles en ont vraiment besoin, mais parce que l'argent dépensé devient un message. Je vaux quelque chose. Pour d'autres encore, l'argent est associé à la culpabilité ou à la honte. Peut-être à cause d'un conditionnement religieux ou moral. L'idée que l'argent corrompt, que les riches sont mauvais, que vouloir s'enrichir est une forme d'égoïsme. Ces personnes sabordent inconsciemment leur propre prospérité parce que, quelque part, devenir riche signifierait devenir quelqu'un de mauvais. Et toi, quelle est ta relation émotionnelle profonde avec l'argent? Ce n'est pas une question rhétorique. C'est une question que je t'invite à vraiment creuser. Assois-toi avec un cahier un soir, pose la question, et laisse venir les réponses sans les censurer. Tu pourrais être surpris et même choqué par ce que tu vas découvrir. Parlons maintenant de ce qu'il faut faire. Concrètement, pas des grandes théories, des choses réelles. La première chose, la plus fondamentale, c'est de mettre de la conscience là où il y avait de l'automatisme. Pendant un mois entier, note chaque dépense. Pas pour te punir, pas pour te priver, juste pour voir. La plupart des gens qui font cet exercice pour la première fois sont sidérés par ce qu'ils découvrent. Les petits montants qui s'accumulent, les abonnements oubliés, les achats impulsifs qui, mis côte à côte, représentent des sommes significatives. La conscience seule change les comportements. C'est prouvé. Le simple fait d'observer quelque chose modifie la façon dont on le vit. En physique quantique, on appelle ça l'effet de l'observateur. En psychologie comportementale, on l'appelle la self-awareness. En termes simples, quand tu vois ce que tu fais, tu commences à le faire différemment. La deuxième chose, c'est de te payer en premier. Pas à la fin du mois, avec ce qui reste. Au début, dès que l'argent rentre, avant de payer quoi que ce soit d'autre, tu mets une somme de côté, automatiquement, sans y toucher. Ce principe, popularisé notamment par Georges Clason dans L'homme le plus riche de Babylone, est vieux comme le monde, et pourtant, la grande majorité des gens font exactement le contraire. Ils paient tout le monde d'abord, le propriétaire, les créanciers, les commerçants, les plateformes, et se demandent ensuite pourquoi il ne reste rien pour eux. Commence petit si tu dois. 5%,
10%. L'important n'est pas le montant. L'important, c'est l'acte. C'est le signal que tu envoies à ton cerveau. Ma prospérité future est une priorité, pas une option. La troisième chose, et c'est là que ça devient vraiment puissant, c'est de travailler sur ta tolérance à la richesse. Ça peut sembler étrange dit comme ça, mais souviens-toi du 7 points dont on parlait au début. Si ton cerveau est programmé pour un certain niveau de richesse, il va résister à tout ce qui s'en éloigne. La solution, ce n'est pas de forcer, c'est de reprogrammer progressivement. Comment? En t'exposant mentalement et physiquement à des niveaux de prospérité supérieurs. En te formant à l'intelligence financière, pas pour devenir un expert en bourse, mais pour comprendre comment l'argent fonctionne, comment il se multiplie, quels mécanismes les gens prospères utilisent. En t'entourant de personnes qui ont une relation saine et ambitieuse avec l'argent. En lisant, en écoutant, en absorbant. Ton environnement est un puissant régulateur de tes croyances. Si tout le monde autour de toi se plaint de l'argent et vit dans la disette mentale, ton cerveau va normaliser ce modèle. Si tu t'entoures de personnes qui pensent en termes d'opportunités, d'investissement, de croissance, ton cerveau va commencer à adopter ces schémas. Ce n'est pas du tout une raison de mépriser ou de fuir les gens que tu aimes. C'est une invitation à enrichir délibérément ton cercle d'influence, les livres que tu lis, les podcasts que tu écoutes, les personnes avec qui tu discutes de finances, les communautés que tu rejoins. Il y a une dernière vérité que je veux te laisser, et elle est peut-être la plus importante de tout ce qu'on a abordé aujourd'hui. La liberté financière n'est pas un chiffre sur un compte. C'est un état d'esprit. Il y a des gens qui ont des millions et qui vivent dans la peur constante de les perdre. Il y a des gens avec des revenus modestes qui ont une relation tellement saine et maîtrisée avec l'argent qu'ils ne ressentent jamais l'angoisse de la pénurie. La vraie richesse, c'est la maîtrise. C'est savoir où va ton argent. C'est choisir consciemment comment tu le dépenses. C'est décider délibérément de l'avenir que tu construis avec lui. C'est ne plus être conduit par les émotions, les impulsions, les peurs héritées ou les regards des autres. Tu as commencé à regarder cette vidéo avec peut-être une question simple. Pourquoi est-ce que je n'avance pas financièrement? Et si la réponse que tu emportes aujourd'hui, c'était celle-là, parce que tu n'avais pas encore regardé aux bons endroits, pas dans ton bulletin de salaire, pas dans les prix qui augmentent, pas dans l'économie mondiale, mais dans tes croyances, dans tes habitudes, dans tes émotions, dans les histoires que tu te racontes sur ce que tu mérites, sur ce qui est possible pour toi, sur ce que l'argent signifie dans ta vie. Ce travail-là, personne ne peut le faire à ta place. Mais maintenant que tu sais où chercher, rien ne t'oblige à rester là où tu es. La prochaine décision financière que tu prendras, aussi petite soit-elle, peut être différente des précédentes. Pas parce que tu gagneras plus, mais parce que tu verras plus clair. Et voir plus clair, c'est déjà commencer à changer.